Bonjour et bienvenue à toi, toi qui es fan de fantasy comme moi, toi qui es aussi geek comme moi, qui aime bien l'informatique, qui aime bien regarder des vidéos sympas, distrayantes, et dans lesquelles tu apprends quelque chose. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de la fantasy. La dernière fois, on avait déjà parlé de la fantasy. On a essayé d'écrire à grands traits ce que c'était la fantasy. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en détail. On va voir quels sont les principaux sous-genres de fantasy qui existent, d'accord, aujourd'hui en 2021. Et on va voir quels sont les traits caractéristiques principaux de la fantasy. Tu es prêt? C'est parti, je mets en grand écran et c'est parti. Alors, la première fantasy, c'est la fantasy d'inspiration médiévale. Le terme anglais, c'est medieval fantasy. C'est-à-dire que c'est une fantasy qui se place au Moyen-Âge, donc qui est largement inspirée du mode de vie du Moyen-Âge, avec une technologie pré-industrielle, d'accord? Il y a peu les révolutions industrielles qu'on a connues par la suite. Donc, domine comme activité l'agriculture, mais aussi tout ce qui est artisanat, de façon simple. Il y a des tanneurs et des forgerons. Donc ça, c'est peut-être 80% de la fantaisie qui existe actuellement. C'est la fantaisie médiévale, qui est largement inspirée du Seigneur des Anneaux, entre autres, et qui est inspirée aussi de tous les univers de Donjons et Dragons. Donc effectivement, on est dans une fantaisie où il y a beaucoup d'héroïsme, où il y a des rois, des reines, il y a un peuple, des paysans et des aventuriers qui partent à l'aventure en quête. Et c'est adapté de nombreuses fois sur des actual plays comme Critical Role par exemple, et tout, en général, tout ce qui est monde de Donjons Dragons, souvent en fait, c'est Medieval Fantasy. Sauf Eberron, qui est un petit peu différent, qui est un cas à part, avec une dimension steampunk en plus, ou Ravnica aussi, où tu as un petit peu steampunk dedans, mais sinon, la plupart des univers Donjons Dragons, c'est ça. Et effectivement, en lien avec la Medieval Fantasy, souvent la Medieval Fantasy, c'est de la High Fantasy, c'est de l'Epic Fantasy, donc c'est une fantasy dans laquelle la magie est relativement abondante, d'accord, la magie est abondante, et effectivement, les héros qu'on va suivre vont être sur des quêtes épiques, donc ils vont mener des combats très compliqués, très difficiles, ils vont se dépasser, donc on va être vraiment sur un chemin de dépassement de soi. Effectivement, un exemple excellent de ça, c'est vraiment Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, on va suivre les aventures de hobbits, tu vois, des halflings, quoi, des hobbits, des demi-hommes, qui a priori ne feraient rien pour quitter le confort de leur trou, de leur maison, et du coup, qui quand même, malgré tout, partent en quête et vont changer à jamais le destin de toute la Terre du Milieu, eux qui n'étaient connus de personne jusqu'avant, et qui effectivement faisaient tout pour être oubliés de tout le monde. Et par opposition à la High Fantasy, on a la Low Fantasy. Donc Low Fantasy, c'est une fantasy de survie, une fantasy dans laquelle en fait les héros n'auront pas accès à la magie ou très très peu. Donc ce sont des mondes médiévaux souvent qui sont très proches de ce que ça a pu être notre monde médiéval à nous dans le passé. Donc il y a par exemple le supplément de l'époque de Héros Dragon qui s'appelle 5 Royaumes, qui maintenant est un supplément en 5e édition, qui est effectivement un univers de Low Fantasy, qui est pas tellement joué, mais qui mériterait d'être davantage joué, effectivement, parce que c'est un très beau cadre de campagne. Si tu aimes vraiment des univers où il n'y a pas beaucoup de magie, qui sont proches du quotidien des gens, proches de la survie, etc. Très très beau supplément. Donc si tu le trouves encore, il n'existe pas beaucoup, n'hésite pas à le prendre, tu vois, mais je l'ai dans mon armoire ici. C'est incroyable. J'ai quasiment tout des Rois et Dragons, tu vois, j'ai les livres de règles en plusieurs exemplaires, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose, tu vois, qui est vraiment médiéval, très simple, tu vois. Alors pour autant, tu vois, il peut y avoir des monstres comme des trolls. Bon, je vais pas trop te spoiler, mais et des zones plus ou moins sombres, comme dans tous les univers de fantasy. Donc c'est assez intéressant. Donc la low fantasy. Alors, par opposition aussi à Medieval Fantasy, on a la fantasy contemporaine, d'accord? C'est la fantasy qui se passe dans un monde qui est relativement proche du nôtre. Et l'exemple le plus marquant, c'est ce qu'a fait J.K. Rowling avec Harry Potter, puisque ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans notre monde, puis après dans leur monde, donc le monde des Moldus, puis le monde des magiciens, avec un grand succès. Et assez proche de ça, on a la fantaisie urbaine, qui est une fantaisie qui peut être contemporaine, souvent qui est contemporaine, ou qui peut être un peu dans le passé, qui se passe dans les villes, d'accord? Depuis le développement des villes, car effectivement, actuellement, il y a plus d'un humain sur deux qui vit en ville. Donc, il y a tout un écosystème, tout un imaginaire qui se construit autour des villes. Et le meilleur exemple, c'est le monde des ténèbres, dans l'univers des jeux de rôle, et tout ce qui est vampire, tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est aussi changelin,
Donc, il y a bien sûr les séries de vampires comme Twilight, Vampire Diary, Underworld aussi, excellente série de films que j'aime beaucoup. Donc voilà, tous ces êtres en fait qui ont des pouvoirs surnaturels, qui nous dépassent, à nous simples humains, et qui vivent dans un monde plutôt urbain. Donc effectivement, plus vampire que loup-garou d'ailleurs, parce que loup-garou c'est plutôt dans la campagne, hein. Twilight, Underworld. Et le quatrième genre, qui est un genre aussi qui est parmi les plus anciens, depuis que Howard Shore a créé Conan le Barbare, la Sword and Sorcery. Donc Sword and Sorcery, c'est effectivement un univers dans lequel il y a des héros, mais des héros qui sont pas forcément des chevaliers blancs, hein, qui sont des héros qui survivent au quotidien, qui sont de vaillants guerriers comme ce barbare, Conan le Barbare, et qui vont affronter des nécromanciens, des sorciers, etc. Qui peuvent ou pas, mais souvent en fait, vont se déplacer dans des mondes un petit peu, j'ai envie de dire, orientalisants, parce qu'il y a quand même une influence assez orientale dans Conan le Barbare, largement influencé par l'Asie, par exemple, et par le Proche-Orient. Donc ça, c'est la Sword and Sorcery, donc un genre qui a très bien fonctionné dans les années 20, donc 1920, et qui fait un gros retour en force depuis la fin du siècle, hein, puisqu'on a des jeux de rôle comme Système 2D20 Conan qui se vend très bien, qui est bien joué et très apprécié de rôlistes expérimentés comme toi et moi. Toi, je suis pas sûr, effectivement, mais moi, c'est sûr. Ensuite, tu as la fantasy d'inspiration historique. Donc, tu vois, sa fantasy qui est liée, en fait, à des événements historiques plus ou moins avérés. Et un des meilleurs exemples que je trouve, c'est les ouvrages de Pierre Bordage et toute la série de l'Enjeu mineur qui se passe, tu vois, juste après la Révolution, du coup, dans la campagne de Vendée. Et effectivement, c'est assez intéressant, tu vois, ce lien entre cet ancrage historique fort et ces éléments de fantaisie, cette magie qui apparaît comme ça, ce qui donne en fait une capacité d'identification et puis effectivement une forme de réalisme un peu plus fort à ces romans et qui nous facilite, nous, en fait, le pas, qui nous facilite les choses, hein, qui nous permet de plus facilement nous plonger dedans, surtout effectivement si on est vendéen. Donc il y en a eu plusieurs, un jeu vidéo. Alors ensuite, tu as des styles qui sont beaucoup plus récents et qui, du coup, sont beaucoup développés depuis une trentaine d'années. Donc on a la Grey Fantasy. La Grey Fantasy, en fait, c'est un mélange entre la High Fantasy et la Dark Fantasy. Donc c'est pas tout à fait la High Fantasy, puisque la magie est un petit peu moins présente, c'est un petit peu moins épique, c'est plus de la survie, mais c'est pas complètement dark, hein. Il y a pas, c'est pas un monde sur lequel il y a intégralement que des nuages noirs, où tout le monde est toujours triste, il n'y a pas de malédiction partout. Donc c'est un petit peu entre les deux. Et la série de livres qui ont vraiment marqué ces 20 dernières années, c'est les livres du Witcher, avec l'adaptation série Netflix il y a 2 ans, et qui, la saison 2 devrait sortir prochainement, donc je suis impatient de la suivre, maintenant que j'ai lu tous les livres. Donc, excellent livre, que je te recommande de lire. Franchement, la fantaisie polonaise a vraiment des livres exceptionnels. Ensuite, on a la Dark Fantasy. Donc, la Dark Fantasy, c'est un monde dans lequel, effectivement, la corruption domine. C'est comme s'il y avait des curses, donc comme s'il y avait des malédictions qui étaient tombées sur des régions entières. Donc il y a 2 éléments qui viennent à l'esprit quand on parle de ça. Donc il y a le jeu vidéo et jeu de rôle Dark Age, Dragon Age. Donc, Dragon Age, tu vois. Je l'ai plus ici. Donc c'est vraiment un monde dans lequel c'est la corruption de l'âme des hommes qui a fait la corruption de la Terre, qui a généré des esprits très puissants, très négatifs. Et effectivement, Dragon 1, 2, 3 Inquisition, de très très bons jeux vidéo qui ont vraiment des fans invétérés, hein, sur des forums. Et la deuxième chose à laquelle je pense, moi, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Shadow the Demon Lord, qui est vraiment très sombre, très très sombre, avec beaucoup de bêtes beaucoup plus puissantes que le commun des paysans qui se font dévorer, qui se font détruire. Donc 2 univers très intéressants, c'est bien Dark Fantasy. Je sais que ça plaît beaucoup, notamment aux moins de 25 ans. Et parce qu'à chaque fois que je fais jouer moins de 25 ans, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, si TMJ, tu cherches un truc, tu peux leur faire plaisir avec Dragon Age ou Shadow of the Demon Lord, par exemple. Ensuite, on a la Romantic Fantasy, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est une des fantaisies les plus anciennes, puisque c'est le premier roman de fantasy qu'on a vraiment défini, à partir du moment où on a défini le genre de fantasy. Il date de 1858, j'en ai un petit peu parlé précédemment. Fantastes, qui raconte les amours d'un homme avec une fée, et comment il va partir en quête pour sa dame. Et on pense aussi, évidemment, bien sûr, à tout l'univers de Chrétien de Troyes, Chevalier de Table Ronde, hein, et le jeu de rôle Pendragon aussi, dans lequel la dimension romance est très forte, hein, pour les chevaliers.
Et là, tu vas peut-être tiquer un petit peu parce que moi-même, j'ai beaucoup hésité à le mettre. Il y a aussi la fantaisie et des super-héros, une fiction de super-héros. Et un des exemples dans lesquels en fait les super-héros ont des pouvoirs de façon quasi magique, incompréhensible, ce sont les X-Men. Parce qu'en fait, voilà, on dit que c'est dans leur génome qu'ils ont ce potentiel-là, qui sont ces surhommes, et du coup, qui fait qu'ils sont un peu des parias, un peu rejetés, et à la fois très touchants et très puissants à la fois. Donc effectivement, c'est une série de films que j'aime beaucoup, les X-Men. Sinon, on peut penser à d'autres super-héros, comme par exemple Hellboy, qui a des pouvoirs qui sont issus de son ascendance démoniaque. Qu'est-ce qu'on peut avoir autrement à part Hellboy? Doctor Strange, tu vois, Doctor Strange, qui a ses pouvoirs quasiment de façon magique. Hein, c'est un magicien moderne, hein, Doctor Strange, que j'aime beaucoup, j'adore ce personnage aussi. Et enfin, les contes de fées, d'accord, que toi, tu as appris à connaître pendant l'enfance. Donc, il y a les contes d'Andersen, bien sûr, qui sont très connus, et puis les contes de Fergrim. Donc, petit rappel, hein, Andersen et les Frères Grimm n'ont fait que collecter la tradition orale qui fait partie des contes et légendes européens, d'accord? Donc, ça fait partie un petit peu de notre bagage culturel européen. Et c'est toujours largement lu, hein, découvert. Un genre un petit peu plus original, le réalisme magique. Donc, c'est un univers dans lequel on part vraiment de notre quotidien, on parle de quelque chose de très proche de notre vie à nous, et on ajoute un tout petit élément magique. Donc ça peut être par exemple voilà, un petit objet qui apporte un petit élément magique, de la télékinésie, ou qui permet de faire créer de la lévitation, ce genre de choses. Et un des meilleurs exemples, c'est Wonder Years a Solitude, qui effectivement s'est très bien vendu dans les années 70-80, de Gabriel Garcia Marquez, que tu as peut-être lu. Si tu as lu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce livre-là, qui a quand même été largement lu, très apprécié. Et enfin, les fables à Fontaine, qu'on a tous étudiées à l'école, hein, parce qu'effectivement, j'ai eu des élèves en français récemment et on les étudiait ensemble. Donc, quand même, ça date il y a plus de 300 ans et ça fait toujours l'objet d'études, parce qu'il y a toujours une dimension métaphorique, il y a toujours une dimension de morale, moralisante pour les jeunes enfants qui est intéressante. Et là, effectivement, on va donner des traits humains à des animaux. Donc, effectivement, une forme de personnification des animaux dedans. Alors maintenant qu'on a vu quelques sous-genres, donc voici les principaux sous-genres, il y en a certainement d'autres, puis de toute façon ça va évoluer. Hein. Une fois sûr que ça évolue, je vais sortir de vidéos aussi, je me passionne pour la fantasy comme la science-fiction. Et ben, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on retrouve? D'abord, effectivement, on a une approche assez manichéenne dans la fantasy, ce qui fait que c'est assez clair, savoir qui est gentil, qui est méchant en général. D'accord? Il y a toujours des contre-exemples, hein, dans tous les genres des contre-exemples. Et tu vois, si tu regardes par exemple le Seigneur des Anneaux, Sauron, il a toujours été méchant, il sera toujours méchant, d'accord? Si tu regardes Gandalf, c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon, même s'il y a des moments il est plutôt neutre, il est plutôt bon. Après, Saruman est effectivement passé de l'autre côté, parce qu'il était corrompu, mais souvent c'est assez manichéen, d'accord? Deuxième dimension, c'est que on a souvent un héros qui part en quête, soit en quête de lui-même, soit en quête de pouvoir, de connaissance, mais ça peut être aussi le grand méchant qui peut être en quête de pouvoir, de connaissance, hein. Par exemple un nécromancien qui veut toujours en savoir plus. Comme par exemple dans l'univers de Forbidden Dimensions, où il y a effectivement un magicien qui est parti tellement en quête de savoir qu'il a créé en fait une situation où il a importé des démons dans le monde et ça a créé un univers post-apocalyptique. Alors, autre élément aussi, c'est souvent des oppositions assez fortes, donc qui sont en lien avec ce manichéisme, l'opposition entre tradition et changement. Et assez souvent, les auteurs de fantasy comme Tolkien sont vraiment des traditionalistes, sont des gens qui aiment les traditions, qui sont plutôt opposés du coup au changement, à tout ce qui est lié en fait au monde moderne, hein, donc l'individualisme, matérialisme, etc. Eux qui sont plutôt attachés aux valeurs du collectif, la connexion à la nature, une vie simple, sobre, et aussi tout ce qui est l'articulation entre l'individu, quelles sont les aspirations de l'individu par rapport à la société, donc quelles sont les attentes aussi de la société vis-à-vis du héros. Il y a souvent aussi des tensions entre nature, entre l'être humain et la nature, d'accord? Quelle est la position d'équilibre entre les deux? Ce qui fait écho à nos défis écologiques de nos jours, d'accord? C'est pour ça que j'aime beaucoup la fantasy aussi. Ça donne toujours la matière à réfléchir. Il y a aussi, tu vois, cette opposition entre l'être humain et lui-même, donc soit l'être humain, donc l'individu vis-à-vis de lui-même, donc comment il peut se dépasser, comment il peut dépasser ses blocages, difficultés, mais aussi par rapport aux autres êtres humains, comment il peut soit s'imposer ou convaincre les autres d'aller dans son sens, s'il pense servir à l'intérêt commun.
Le coming of age, c'est effectivement, il y a toutes les quêtes du passage à l'âge adulte. Donc ça, on le voit assez souvent, tu vois. Souvent, les héros sont des jeunes adultes. Comme par exemple, tu vois, Frodo, quand il part à la quête, c'est qu'il est, effectivement, il a une cinquantaine d'années, il est prêt à partir en voyage. Bilbon, c'est à peu près le même âge aussi, hein, quand il part faire le monde solitaire. Et dans aussi mon petit roman, une petite nouvelle que j'ai créée, l'héroïne principale, une jeune elfe, elle part effectivement en voyage initiatique, parce que ça fait partie de sa formation. Elle a été largement formée pendant 60 ans, elle est très jeune pour une elfe, et du coup elle va découvrir le monde pour apprendre à mieux se connaître, et apprendre quelque part aussi à mieux transformer le monde grâce à la meilleure connaissance d'elle-même. Il y a aussi souvent des relations amoureuses dans la fantasy, donc on pense par exemple à l'amour entre Aragorn et Arwen, dans Seigneur des Anneaux, qui est assez classique. Et puis aussi dans tous les romans, tu vois, on pense aussi à la relation entre Lancelot et Guenièvre, dans le cycle des Chevaliers de la Table Ronde. Il peut y avoir des trahisons, comme Loki par exemple, dans la mythologie nordique, qui va souvent avoir tendance à tromper ses compères, ses dieux frères et sœurs. Il y a souvent aussi un voyage initiatique, un voyage épique, avec des combats, avec un dépassement de soi, donc avec des difficultés, hein, des obstacles, que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les jeux de rôle. La plupart de ces jeux de rôle sont construits avec des obstacles, des situations difficiles. On le fait notamment dans Jeux Dragon, sur DCC aussi, un dragon aussi bien sûr. Et enfin, ici effectivement, il y a souvent aussi la dimension d'un héros qui va soit être celui qu'on n'attend pas, soit celui qui va pas vouloir partir. Et le meilleur exemple de ça, tu vois, sont les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Donc par exemple, Bilbo, quand on vient chercher pour aller au monde solitaire, il est super réticent et au début, il veut surtout pas quitter son confort, sa maison, ses 5 repas par jour. Et il va falloir que Gandalf use de ruse et fasse venir progressivement les nains chez lui pour le convaincre que ce serait bien qu'il vienne. Et finalement, il se laisse convaincre, peut-être un peu, il s'est peut-être laissé un peu avoir par son ego. Et effectivement, il est parti alors qu'il était pas vraiment sûr de vouloir partir. Et Frodon, hein, son neveu, plus tard, sera pareil. C'est effectivement le hobbit qu'on va pas attendre pour aller envoyer l'anneau unique sur le monde solitaire. Donc voilà pour les traits caractéristiques. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à souscrire à la chaîne, commente, like, et puis ouais, abonne-toi et parle-en autour de toi, d'accord? C'est une chaîne qui est dédiée beaucoup à la méditation, qui est dédiée à la transformation personnelle, au bien-être, et qui est dédiée aussi à mes passions, donc le métal, la fantasy, et les méditations à fantasy. Tu vois, il y a un certain nombre de méditations en termes qui sont déjà sorties, donc notamment méditation chez Béorn, la méditation également du coup avec Lorien, qui sont déjà sorties. Je regarde, Moria aussi qui est sortie, et très prochainement Fangorn, aussi Hobbiton, etc. Donc j'en sortirai plus d'une dizaine à terme, donc tu auras vraiment de quoi t'amuser pour partir en voyage intérieur et du coup partir à la découverte de toi-même, à cette richesse qui est en toi. Donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin pour cette vidéo. Je te fais un gros bisou, je t'aime et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de la vidéo. Gros bisous, merci, je t'aime.